Merci aux organisateurs, Jamel, Hélène, David, de m'avoir invité, Monsieur Lofaso. Donc là, l'étude, c'est vraiment, pas exhaustif, mais quelques réflexions sur la qualité de vie. Donc les mesures de qualité de vie, c'est mesures subjectives. En fait, on fait des mesures subjectives tous les jours en consultation, on écoute nos patients. S'ils nous disent je suis essoufflé quand je m'allonge, bon, on pense à l'orthopnée, finalement c'est assez facile, c'est du oui-non. Et on a vu que finalement pour les autres, pour des maladies lentement progressives, comme nos patients Steinert ou d'autres patients neuromusculaires, ou des patients fluctuants comme les myasthéniques, en fait, on voit qu'il y a différentes pathologies avec des cinétiques complètement différentes, et probablement que les mesures subjectives pour capter en fait les choses chez les patients ne sont pas les mêmes. Et du reste, les outils ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a la question subjective, j'allais dire, on écoute notre patient, mais en recherche, en fait, il y a des questionnaires, donc c'est des questions fermées. Et en gros, c'est ce qui provient du patient. Ce n'est pas l'interprétation du soignant, c'est ce qui provient du patient. Donc quand on fait de l'éducation thérapeutique, en général, on écrit les phrases du patient, parce que ce qui est significatif et ce qu'on peut, mettre dans le dossier, c'est ce que le patient dit, c'est pas ce que nous avons interprété. Et donc la question, c'est comment on mesure le subjectif en regard de l'objectif. Donc mesure molle, mesure dure. Alors la première chose, c'est qualité de vie, en fait. Quand vous mesurez du subjectif, vous avez des questions très très simples. On en a parlé tout à l'heure, la dyspnée, mais en intensité, 0, 1, 2, 3, 4, une échelle ordinale. Mais on pourrait très bien imaginer, et on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a des échelles beaucoup plus qualitatives que l'intensité de la dyspnée. Et c'est ce qui a été fait dans la douleur, c'est est-ce qu'on peut trouver des clusters, de mesures qualitatives qui puissent identifier un certain groupe de patients. Alors dans la dyspnée, c'est encore pas fait. Dans la douleur, ça se fait pour les douleurs neuropathiques, pour les douleurs dysfonctionnelles. Et donc toute l'idée en fait de ce qui tourne autour des mesures subjectives, c'est comment on fait pour que ça nous renseigne sur le patient, qu'on puisse interpréter par exemple l'efficacité d'un traitement ou mesurer deux efficacités de traitement à qualité de vie différentes. Donc vous voyez qu'il y a des études, des questions très très simples, et puis des questionnaires très complexes. Alors les questionnaires très complexes, le problème c'est que des fois vous avez des scores de domaine. La question c'est est-ce que le domaine il mesure bien la même chose? Et il y a des scores totaux aussi. Et là, moi je suis un peu plus en retrait de scores totaux, puisqu'en général, malheureusement, on mélange les choux et les chaussettes, quoi. Donc, globalement, par exemple, vous avez le Life Satisfaction Index, c'était les premiers outils utilisés par BAC notamment. Puis vous avez l'échelle de dyspnée toute simple. Ça passe pas sur mon écran, mais et donc quand vous regardez en fait, quand vous demandez à un patient qui est ventilé sur un fauteuil électrique, vous lui demandez c'est quoi votre satisfaction de la vie, il va vous répondre 4, 5, 5 sur 7. Si vous demandez la même chose au soignant qui soigne le patient ventilé et truc, il va dire 2. Donc en fait, il y a un biais complètement difficile à comprendre, mais en tout cas, on ne peut pas se substituer au patient, ça c'est clair et net. Alors ça pose la question du Steinert. Alors ça, on a ce même problème pour des patients que pour la négligence, par exemple, où on va faire passer l'échelle de Bergego par le patient, par le soignant et par l'aidant. Et on regarde en fait le biais entre les trois échelles. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder à 3 points de vue différents. Donc effectivement, si vous demandez aux patients, en fait, eux, ils disent qu'ils ont une bonne qualité de vie. Alors ça, on appelle ça, nous, dans les mesures subjectives, en termes statistiques, on appelle ça le response shift, c'est-à-dire le changement de référence. Alors il y a des chercheurs qui travaillent sur les mesures subjectives qui peuvent vous annihiler les changements de référence. C'est-à-dire que quand vous êtes en fauteuil ventilé, vous n'avez pas la même référence que quelqu'un qui est normal. Ah voilà. Donc là, c'est les autres, c'est en fait les études de BAC qui vous montrent que finalement, les patients, ils ont un index
les patients ventilés ont un index de satisfaction de la vie qui est important. Ça, c'est en fonction des domaines, hein, logement, transport. Le bleu, c'est le contrôle. Et vous voyez que les gens qui sont ventilés, ils ont même, j'allais dire, un index de satisfaction plus important. Voilà. Donc, on va passer aux premières études en fait de Pinto qui avait regardé en fait des groupes de SLA, hein, groupe 1 et groupe 2. Alors le groupe 1, c'était le groupe palliatif, on mettait de l'oxygène, on faisait des babioles. Et puis le groupe 2, on les mettait en ventilation BiPAP. Alors vous voyez qu'il y a une grande différence entre ces deux groupes en termes de survie. Et ils avaient regardé aussi le Life Satisfaction Index. Et ils avaient montré que sur le groupe 1, qui était en palliatif, ils se dégradaient tous. Alors que sur le groupe BiPAP, il y en avait qui se dégradaient, mais il y avait quand même une base qui était stabilisée. Vous avez également la dyspnée, mais vous voyez, la dyspnée, elle est importante pour la BPCO. C'est-à-dire qu'on sait que la dyspnée chez un patient BPCO, elle va trier beaucoup plus les patients qu'un VEMS, clairement. Donc vous voyez que les mesures subjectives peuvent être parfois intéressantes, mais selon la pathologie, et selon ce que vous voulez montrer. Et là, en termes de mortalité, en tout cas, il y avait un intérêt. Ensuite, vous avez les questionnaires, j'allais dire, multiples, avec plusieurs domaines, plusieurs questions. Alors globalement, ça pose la question, est-ce qu'on peut faire remplir 100 questions à un patient à une consulte? Non, on est tous d'accord, il faut que ça soit rapide. Et donc il faut choisir, mais vous pourriez éventuellement choisir un domaine de ces questionnaires. Pas forcément tous les domaines, mais qu'un domaine, puisque vous savez qu'il est intéressant. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Dans tout ce que je vous ai mis, le SGRQ, le MRF26, le SRI, le SALCLI, c'est Sleep Apnea Quality of Life, et le COL-GNMD. Donc ça, c'est celui qu'on a développé avec plusieurs centres de référence en France, mais qui n'a pas de dimension pour les personnes ventilées. Et en fait, j'ai mis des petites croix parce que c'est le seul questionnaire qui est validé par des méthodes statistiques un peu différentes qu'une échelle ordinale, hein, parce que quand vous faites un questionnaire, vous faites une échelle ordinale, 0, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, le 4 d'une échelle, très important, par exemple, il ne peut pas être d'un point comme un patient qui vous mettrait 0 symptôme, quoi. Le 4 d'une douleur est plus important, c'est pas à l'échelle, j'allais dire, additive. Et donc, les modèles mathématiques utilisés pour le COL-GNMD ont permis de classer les items en termes de difficulté et donc en termes de points. Donc, un item à 0 n'est pas égal à un item à 4. Donc, si vous regardez donc Jackson, hein, patient SLA également, il n'avait pas trouvé d'amélioration sur le questionnaire des SLA, ALS, FRS et le SALCI. Ils avaient juste dit le score de vitalité du SF36 augmente de 8 à 10. Bon, clairement, pour moi, c'est pas significatif. Et en plus, j'allais dire, la dimension vitalité du SF36, quand vous le regardez, en général, vous avez 0, 33, 66 et 100. Hein. Donc, c'est pas très normal, sans compter les patients qui répondent pas à certaines questions, et vous pouvez calculer les scores alors que vous avez que la moitié des items. Donc, vous avez Bourque aussi, la LS, hein, qui avait montré qu'il y avait un maintien du SALCI, donc du Sleep Apnea Quality of Life, chez les patients qui étaient en groupe ventilation. Ah, ça passe pas du tout sur mon écran, mais bon, c'est pas grave. Et il avait dit, lorsqu'il y avait une atteinte bulbaire, ça marchait quand même moins bien que quand il y avait peu d'atteinte bulbaire. Voilà ce qu'il avait défini en mortalité, mais également sur le maintien du niveau de qualité de vie. C'est-à-dire qu'en gros, le critère du maintien de qualité de vie, c'était que le patient ne baisse pas en dessous de 75% de son premier score de qualité de vie quand il était rentré dans l'étude. Bon, Monsieur Raphaël, je ne vais pas redire, mais qui avait montré qu'une ventilation chez les patients avec pas de critères cliniques identifiés était plus délétère que bénéfique, avec notamment des complications aussi
de la ventilation qu'il faut mettre en balance avec la satisfaction de la vie ou la qualité de la vie et l'aspect subjectif que le patient va vous dire. Donc les études de Windisch qui a en fait mélangé plusieurs types de patients, vous voyez les BPCO, les restrictifs, les neuromusculaires ou les apnées obstructives. Et donc, bon, il montrait qu'il y avait une amélioration avec la ventilation chez ces patients entre baseline et T1, mais qu'il y avait une stabilisation à T1 en fait de la qualité de vie. Après, il n'y avait plus vraiment de stabilisation, alors que les paramètres objectifs s'améliorent quand même. Donc voilà, c'est bien, c'est ça. Donc je vais passer ça. Une autre étude d'OGA, 56 patients qui a aussi utilisé plusieurs outils. Alors il a pris le SF36, le SGRQ, le SRI, le MR26. Mais vous voyez qu'un certain nombre d'outils sont un peu difficiles puisque vous avez par exemple le MR26 qui a des patients qui mesurent au seuil ou au plancher ou au plafond. Et donc quand vous avez une mesure à 0 ou à 100, vous ne mesurez plus rien parce que la meilleure échelle pour un patient, quel qu'il soit, c'est d'être au milieu pour capter une dégradation ou capter une amélioration. Et là, cet outil, finalement, chez des patients ventilés, il ne convient pas à tout le monde. Donc, quand vous regardez les effets plancher et plafond, vous voyez que le SF36 est très mauvais. Donc, il y a plein de dimensions où vous ne pouvez rien capter. Le SGRQ aussi, dans quelques dimensions. Le MR26, en fait, celui qui semble le mieux, c'est le SRI qui arrive à capter un peu tout le monde avec des scores moyens, vous voyez, au milieu. Donc ça vous permet de capter soit une dégradation, soit une amélioration. Et quand vous regardez la distribution normale, alors moi je n'y attache pas beaucoup d'importance, mais en tout cas puisque de toute façon ce sont des mesures ordinales, hormis si vous les avez transformées sur une échelle d'intervalle, j'allais dire, c'est pas très important. Là, le problème du MRF26, c'est que le score est très étalé et donc vous avez des gens où vous mesurez rien. Les gens qui sont à 0 et les gens qui sont à 100. Alors que les autres, il y a quand même une distribution qui est plus intéressante pour mesurer vos groupes. Donc quand vous regardez ensuite les analyses multivariées, vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose comme variable qui explique vos scores de qualité de vie. Il y a le BMI, la PaCO2, la capacité vitale, la dyspnée quand même, et la dépression. Bon, la dépression et l'anxiété, c'est un facteur classique de variation de votre subjectivité, ça c'est normal. Et quand vous faites l'analyse multivariée, mais vous savez que les analyses multivariées maintenant dans les groupes sont des méthodes biaisées. Si on voulait être puriste maintenant en termes méthodologistes, il faut faire des scores de proportion pondérés. C'est-à-dire qu'il faut faire ressembler le patient A du groupe 1 au patient A du groupe 2 par des scores pondérés. Donc ça, c'est une nouvelle méthode. Et en fait, il vous reste le score complet du SRI et le BMI, en fait, dans votre analyse multivariée. Il ne reste pas grand-chose. Donc, moi, j'aurais une critique quand même sur le score total du SRI, puisque, comme je vous dis, c'est une réunion de domaine, donc je ne sais pas comment l'interpréter. Donc, Budweiser, qui a fait également une étude observationnelle de cohorte de 231 patients ventilés avec des BPCO, qui a fait des mesures subjectives. Vous voyez que avec le SRI, en gros, ceux qui sont supérieurs à 60 vont moins mourir que ceux qui sont inférieurs à 60 sur le score total. Ah ben là, ça marche là, mais pas là, d'accord. Bon, voilà, donc le dernier outil, Markussen, enfin, c'est pas le dernier outil, c'est une autre étude, de 2019, donc qui a utilisé aussi le SRI. Juste, je vous ai mis les questions pour vous imaginer le type de questions qui est posé aux patients. Vous voyez, ça c'est le score de fonctionnement physique. J'ai du mal à monter les escaliers, j'ai du mal à effectuer les tâches ménagères, je suis capable de m'habiller seul. Donc ça peut être un peu gênant en fait pour des patients qui sont ventilés et en fauteuil roulant, parce que de toute façon, on sait déjà qu'ils ne pourront pas y répondre.
Mais finalement, vous avez les réponses. Hein. Totalement faux. Donc ça aussi, c'est un problème d'avoir des questionnaires où vos patients peuvent répondre, parce que le SF36, c'est un gros problème pour nos patients, en fait, qui, finalement, quand ils ne peuvent pas répondre, ils sautent la question. Hein. Donc il faut répondre à leur place. Donc ça, c'est gestion de données manquantes. Du coup, c'est vrai que les nouveaux modèles de questionnaires qui vont arriver, ce qu'on appelle la CAT, hein, les Computer Adaptative Testing, qui sont basés sur des modèles RH, où l'ordinateur va vous proposer des questions en fonction de votre état clinique. Et donc, c'est un peu comme un testing musculaire. On va se mettre à 3. S'il n'arrive pas à 3, on va se mettre à des difficultés moins grandes, 2, 1, 0. Et on va, comme ça, essayer de mesurer finalement un domaine avec des questions plus faciles pour certains, plus difficiles pour d'autres, mais vous aurez plus de points quand vous répondez à des questions plus difficiles qu'à des questions faciles. En sachant que quand vous utilisez le modèle de RH, il y a 3 propriétés intéressantes. C'est 1, le score il est monotone, donc vous êtes sûr que ça progresse en fonction des items. Le score il est difficile ou pas facile, et c'est unidimensionnel à coup sûr. Vous n'avez pas mis des chaussettes et des choux en même temps. Donc ça c'est le type de question. Et donc qu'est-ce que nous disent les auteurs ? Ils nous disent que oui, le SRI, je crois que c'était le SRI aussi, mais fonctionnement physique peut être utile en taux ajusté ou en taux brut, tout patient confondu. Mais si on regarde que les neuromusculaires, ça change, puisqu'il n'y a que le score physique. Parce que là, je pense qu'ils ont fait sur 1 point de variation, et vous avez 2% de protection, en fait. Donc si vous avez 10 points, ça vous fait 20% de protection, hein, puisque c'est une variation d'1 point pour... Et vous avez le score de bien-être psychologique et social. Alors là, je les crois, puisque les patients, quand on les voit, effectivement, ils vous disent moi, les symptômes, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de prendre ma voiture, de faire comme tout le monde. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, ce score de domaine peut être intéressant. Et le bien-être également. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut opposer mesures subjectives et objectives? Surtout pas. Je pense que c'est surtout une complémentarité. Une complémentarité qui peut être utile pour identifier des clusters, pour identifier si l'intervention que l'on fait aux patients n'altère pas la qualité de vie aussi à efficacité équivalente, que ça peut prédire son succès ou éventuellement la mortalité, comme on l'a vu avec le score total du SRI, prédire le pronostic. Et donc, actuellement, comme vous le savez, les autorités du médicament, soit américaines, soit européennes, nous obligent de toute façon à mettre en mesure secondaire ces mesures dites subjectives. Après, il faut choisir les bons domaines, les bons scores qui ont des variations aussi sensibles au changement, hein, en sachant que vous pouvez être gêné par justement ces changements de référence. Hein, un patient qui était marchand, qui va être en fauteuil roulant, il va, pendant une phase transitoire, changer ses référentiels avec des phases de deuil. Et donc, pendant ces périodes-là, ça peut être difficile de comparer un patient marchand et un patient qui est fauteuil roulant depuis plusieurs années. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Moi, je profite de ta présence pour poser une petite question. Sur un plan pratique, dans une consultation neuromusculaire, qu'est-ce que tu recommanderais et qu'est-ce que tu utilises comme échelle de qualité de vie? Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas très bien. Alors, moi, j'utilise la mienne, hein, parce que c'est la seule qui soit, j'allais dire, avec un score d'intervalle. Après, effectivement, l'idée de ce score-là, c'était de faire une sous-dimension pour les ventilés, sauf que j'ai pas eu assez de patients, donc j'ai pas conclu en fait sur cette partie-là. En fait, on voit que c'est compliqué. Ça dépend de la pathologie, ça dépend du. Je pense que, à mon avis, on va devoir passer par des questionnaires assez longs pour retrouver les bons items et les bonnes dimensions. Un peu comme ils ont fait dans la douleur pour trouver les clusters en fait, hein, entre les différentes choses.
Sans ça, on aura du mal. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la sévérité, ça dépend de ce qu'on cherche. Je pense qu'il y a des outils pour la mortalité, il y a des outils pour le risque d'exacerbation, il y a des outils pour est-ce qu'il faut les ventiler, par exemple. Voilà. Bon, des questions? Oui, Isabelle. Juste une remarque de pédiatre. Nous, ce qui nous amuse beaucoup en pédiatrie, c'est quand on fait passer les questions de qualité de vie, qu'on pose les questions aux parents ou à l'enfant, c'est absolument pas les mêmes réponses. Donc ça donne aussi quand même une idée de la façon dont est lue la vie en général. Et donc les parents n'ont absolument pas la même vision que les enfants. Dans tous les essais thérapeutiques, il y a une dissociation qui est assez fascinante. Donc moi, je me pose quand même beaucoup de questions, en tout cas en pédiatrie, sur les échelles de qualité de vie qu'on utilise et sur leurs bénéfices. Je dirais que ce qui est important, c'est généralement l'autonomie, en fait. C'est l'impression de liberté que peut avoir l'enfant. Moi, je parle de l'enfant. Et par exemple, dans un essai thérapeutique, le fait simplement de venir en permanence à l'hôpital pour faire des mesures des prises de sang et autres, pour lui, on a complètement restreint sa qualité de vie. Avant, il était peut-être plus malade, mais comme de toute façon, il n'allait pas à l'hôpital tout le temps, il était bien plus heureux. Donc, c'est vraiment difficile. Et les adultes, eux, ils augmentent parfois leur qualité de vie parce qu'ils sont contents d'être pris en charge. Voilà, mais on peut avoir l'effet inverse pour l'adulte. Voilà, c'est pour ça. Alors qu'à l'inverse, les parents sont très très contents de la qualité de vie de leur enfant qui se tape l'hôpital tous les 15 jours. Donc, c'est quand même assez ennuyeux. Il y a peu d'outils sur échelle d'intervalle encore. Je pense qu'il faut... Parce qu'une échelle ordinale, et puis après en faire des additions et des moyennes, un score de SF36 à 40, c'est une combinaison d'items, je ne sais plus à combien, il y a 200 combinaisons possibles, quoi. Donc ça ne veut pas dire la même chose. Le score 40 de SF36 au patient A ou au patient B, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pour ça que actuellement, c'est quand même recommandé de passer à des outils quand même beaucoup plus d'intervalle que ordinal, en fait. Parce que l'ordinal, vous pouvez le comparer que à des références. Vous ne pouvez pas comparer les patients entre eux. Bon, merci beaucoup. Donc,